Bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Bienvenu, révélateur de transformation. Donc aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos de partage autour de mon expérience en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, en tant que praticien dans les domaines du développement personnel et de la spiritualité, parce que j'avais envie de vous partager mes cheminements, tout ce que je traverse depuis maintenant 4-5 ans. Et mes prises de conscience et ce que j'ai trouvé dans mes recherches, dans mes expérimentations également, une manière de me livrer un peu plus à vous, autrement que par les posts écrits, et parce que j'aime beaucoup parler à voix orale, donc j'aime bien échanger sous ce format-là plutôt que toujours écrire des textes. Je trouve que parfois c'est intéressant de varier, puis ça vous permet également de faire un peu plus connaissance avec moi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un partage par rapport à mon activité d'accompagnant, puisqu'en fait, il s'avère que dans les personnes que j'accompagne, il y a très souvent des personnes qui sont thérapeutes, qui sont praticiens, praticiennes en énergétique, qui sont coachs, enfin voilà, naturopathes, sophrologues. J'ai beaucoup de personnes au final qui viennent me voir et qui sont déjà accompagnants, accompagnantes. Je cherche pas à comprendre pourquoi, c'est comme ça. Euh, les personnes qui viennent me voir sont majoritairement des femmes et sont majoritairement des personnes qui accompagnent d'autres personnes. Du coup, je me suis interrogé sur le positionnement de thérapeute et les problèmes au niveau énergétique, puisque je suis praticien en chamanisme, je suis praticien en énergétique, et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il était possible euh, de regrouper ou de classer certains problèmes énergétiques, certains problèmes de type de schéma ou de croyances limitantes autour des approches en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant. Et depuis maintenant plusieurs années, je me suis rendu compte que, effectivement, en fonction du type de thérapeute que l'on était, en fonction de la thématique que l'on abordait, en fonction de la technique et des outils que l'on avait, eh bien, il y avait des différents archétypes de thérapeutes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ces archétypes que j'ai nommés, que j'ai déterminés. Alors bien entendu, c'est un partage qui se veut simplifié puisque pédagogique. C'est un outil que j'ai développé et que j'utilise beaucoup plus en profondeur en accompagnement. Je l'utilise pour les personnes que j'accompagne et qui sont thérapeutes. Et là, je vais vous donner une version simplifiée. C'est un modèle. En aucun cas, il faut vraiment le prendre au sens strict. En aucun cas, il faut prendre au sens strict ce modèle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces archétypes de thérapeutes, en fait, pour moi, représentent comme un égrégore énergétique, c'est-à-dire que quand on est en lien avec cet archétype, quand on est dans cette catégorie de thérapeutes, d'accompagnants, de praticiens en mieux-être, de positionnement d'aide à l'autre, quand on est dans cet archétype, eh bien, on va connecter un égrégore énergétique qui peut avoir des avantages et des forces en tant que dans cet archétype de thérapeute, mais qui peut aussi générer des risques, des croyances limitantes et des problèmes. Cet égrégore de thérapeute, cet archétype de thérapeute, en fait, est en lien avec l'inconscient collectif, c'est-à-dire que quand on se positionne dans cet archétype-là, eh bien, les personnes que l'on aura en face de nous vont inconsciemment ou consciemment nous mettre dans une case et y associer un certain nombre de croyances. Du coup, ce sont des croyances que les autres vont projeter sur nous, mais ce sont également des croyances auxquelles on peut adhérer sans s'en rendre compte en infusant de plus en plus dans cet archétype. Bien entendu, encore une fois, ce que je pose sont des généralités. On peut appartenir à différents types d'archétypes de thérapeutes sans pour autant utiliser l'outil qui est associé. Et même si on n'est pas thérapeute, on peut se reconnaître également dans ces archétypes parce que dans le quotidien, sans avoir le statut de thérapeute ou d'accompagnant, on peut par moments soutenir l'autre, être en position de sauveur ou de sauveuse, et donc rentrer dans un archétype. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les différents archétypes de manière très simplifiée. Encore une fois, c'est un outil que j'utilise plus que vraiment une connaissance comme ça à transmettre. Et je vais vous donner les forces la force principale de cet archétype et la faiblesse, le risque principal également associé à cet archétype. Alors, le premier archétype de thérapeute et d'accompagnant que j'ai déterminé est l'archétype que j'ai appelé les guideurs guérisseurs. Alors, dans les guideurs guérisseurs, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver les personnes qui se désignent en tant que chamanes, les personnes qui se désignent en tant que sorciers, sorcières, ou certains praticiens en énergétique, mais qui font des soins énergétiques avec une thématique très spirituelle, notamment des soins karmiques ou une approche holistique.
Donc cette catégorie de thérapeutes, leur domaine de prédilection au final, c'est la spiritualité, c'est les rituels, c'est l'intuition. Ce sont vraiment des hors-cadres complets qui ne sont pas du tout reconnus d'un point de vue scientifique, puisqu'on est vraiment dans quelque chose de la spiritualité, de la pensée magique, etc. Leur grande force, eh bien, c'est leur grande ouverture d'esprit, justement, et leur grande capacité de créativité et d'imagination débordante, vu qu'ils sont dans quelque chose de non cadré. Eh bien, ils ont vraiment cette puissance de créativité, ils ont vraiment cette belle ouverture d'esprit, et c'est cette classe de thérapeutes qui donne lieu parfois à ce qu'on pourrait appeler des miracles, des choses inexpliquées, et vu qu'ils ont une très grande ouverture d'esprit, eh bien, ils ont ce côté-là. Normalement, comme ce sont des guideurs guérisseurs, leur deuxième force, c'est également que ils laissent vraiment la personne cheminer. Ils sont juste là pour soutenir ou accompagner, mais ils sont plus dans une démarche spirituelle. Et donc, normalement, c'est la personne qui fait son cheminement avec eux. Voilà, ça c'est pour la force des guideurs guérisseurs. La faiblesse et le risque, c'est que le client, la cliente va mettre ses guideurs et ses guérisseurs en position de grands sages et de grands mentors. Comme ils sont très avancés au niveau de la spiritualité, ils risquent d'avoir une tendance à les mettre sur un piédestal et donc de les mettre dans un grand sage, dans le rôle du grand sage, du mentor, et donc ils doivent faire très attention du coup à leur ego spirituel. Ce qui va se passer aussi pour les guideurs guérisseurs, le gros problème, et si vous êtes guideur guérisseur, guideuse guérisseuse, vous avez dû vous en rendre compte sur les réseaux sociaux, c'est que très souvent les gens vont du coup venir vous demander des conseils gratuitement. Puisque dans l'inconscient collectif, le guideur guérisseur, le chaman, le sorcier du village, c'est la personne qu'on va voir et qui nous donne un conseil gratuitement, puisque en fait c'est sa mission de vie, elle est censée faire ça gratuitement. Donc ce sont des personnes qui sont très sollicitées pour des choses gratuites et qui peuvent avoir du mal, soit eux ont un problème à faire payer ou ont du mal à faire comprendre à leur communauté que les conseils qu'ils donnent sont précieux et méritent un retour et ils sont pas juste là pour les distribuer. Voilà. Donc ça, c'était la première catégorie archétype. Ce sont les guideurs guérisseurs. Désolé, je parle pas toujours au féminin, mais ça inclut aussi. Donc ce qui inclut les chamans, les sorcières, tous les praticiens qui ont vraiment une approche très spirituelle, très basée sur la magie et les systèmes de croyance. Leur grande force, c'est l'ouverture d'esprit et l'autonomie de la personne qui l'accompagne, puisque c'est plus un système de mentorat. La faiblesse, c'est le risque d'ego spirituel, le positionnement de grand sage face aux clients et ce risque d'être sursollicité en termes de conseils. Ensuite, comme deuxième gros groupe de thérapeutes, d'archétypes de thérapeutes, j'ai trouvé les rectificateurs conseilleurs, rectificatrices conseillères. Donc les rectificateurs conseilleurs, ce sont tout ce que j'appelle les hygiénistes, c'est-à-dire les naturopathes par exemple, qui vont être dans l'hygiène holistique au niveau de la santé, les diététiciens qui sont dans l'hygiène alimentaire, les sophrologues qui sont dans l'hygiène de gestion du stress, les professeurs de yoga qui sont dans une hygiène corporelle, voilà, toutes ces personnes qui donnent des conseils pour rectifier et pour avoir une hygiène correcte de vie. Donc, leur grande force à eux, eh bien, ce sont la capacité à modifier le corps de la personne ou son quotidien avec ses conseils. Il peut vraiment y avoir un impact de modification d'habitudes de vie et ça, c'est vraiment une très grande force. La deuxième grande force, c'est que théoriquement, ils donnent juste des conseils et encore une fois, on a une autonomie de la personne en face qui doit garder son libre arbitre pour savoir si elle est capable ou pas de mettre en place ces conseils-là. Le problème des rectificateurs, conseilleurs, hygiénistes, c'est qu'ils risquent d'être mis par le cliente, par la cliente, par le client, dans le rôle du rigide, du juge, du bourreau. En effet, s'il n'y a pas un calage sain et un travail sur le type de relation qu'on a, malgré eux, je dis bien que c'est malgré eux, rappelez-vous, c'est cette histoire d'inconscient collectif, la personne qui consulte un rectificateur ou un conseiller, un hygiéniste, va penser qu'elle le juge, qu'elle le punit si elle fait pas bien les choses, et qu'elle est rigide et qu'elle est hyper stricte. C'est un peu le fameux... une fois, j'ai vu passer une blague qui était très juste, et ça disait
j'étais au McDo et j'ai croisé ma diététicienne. J'ai fait semblant de pas la voir, elle a fait semblant de pas me voir. Ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le mythe du naturopathe, du diététicien, du sophrologue ou du professeur de yoga qui gère tout super bien dans sa vie, qui a une alimentation parfaite, tout le temps, enfin tous les conseils qu'il donne, il les applique sans arrêt. On est des êtres humains, on a des failles, et bien on peut par moment ne pas respecter ce que l'on conseille également. Et bien voilà, ça c'est le gros risque des rectificateurs conseilleurs hygiénistes, c'est que souvent le patient, enfin la cliente ou le client va le mettre dans ce rôle de modèle et ne va pas concevoir qu'il puisse y déroger. Et donc le praticien peut également se faire avoir par rapport à ça. Donc ça, c'était le deuxième archétype que je vous ai présenté, ce sont les rectificateurs conseilleurs. Leur grande force, c'est ce pouvoir d'aider l'autre à pouvoir se transformer par les conseils, tout en gardant son autonomie. Le problème, c'est qu'il peut être mis dans le rôle de juge, de bourreau, et avoir ce côté exemplaire. Ça, c'était la deuxième catégorie d'archétypes de thérapeute. La troisième catégorie d'archétypes de thérapeutes, ce sont ce que j'appelle les réparateurs apaiseurs, les réparatrices apaiseuses. Je ne sais pas si ça se dit, c'est pas très joli. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis toutes les personnes qui font des massages, toutes les personnes qui sont ostéopathes ou en lien avec l'ostéopathie, qui font des massages, qui sont magnétiseurs, qui sont coupeurs de feu. Ça peut être également, par exemple, les acupuncteurs. Ce sont des personnes qui viennent vraiment soulager des maux qui sont au niveau physique ou qui sont très en lien avec le corps physique. Donc ça peut être des émotions, mais qui sont vraiment très en lien avec le corps physique et qui vont venir avec leurs techniques qui souvent font appel aux mains, au toucher. Il y a vraiment une dimension physique très en lien avec le physique, vont venir eux-mêmes apaiser les douleurs, diminuer les souffrances, aider le corps à se régénérer. Les rectificateurs conseilleurs font la même chose, mais par le verbal, ils vont donner des conseils et c'est la personne qui fait. Prof de yoga, il enseigne des mouvements, le naturopathe donne des conseils, le diététicien donne des conseils. Là, le réparateur apaiseur aide le corps également à se régénérer, etc., mais va le faire avec son toucher. Donc, leur grande force, eh bien, c'est ce don de guérison avec les mains, de pouvoir aider le corps, de vraiment agir sur la sphère physique avec leurs mains. C'est vraiment ce don de guérison, leur grande force. Et également, leur grande force, c'est le ressenti par le toucher, le ressenti énergétique, le ressenti par le toucher. Ils ont vraiment de l'or dans les mains, dans le toucher physique. Ça, c'est vraiment une grande force, ce lien au corps. Le gros problème des réparateurs apaiseurs, c'est qu'ils risquent d'être mis dans le rôle et l'archétype de ce que j'appelle l'infirmier ou l'infirmière, mais dans le sens cliché. Hein, je suis pas en train de dire que les infirmiers et les infirmières sont comme ça, c'est dans le sens cliché, rappelez-vous, c'est au niveau de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que la personne, du coup, est passive et attend qu'on vienne soigner ses petits bobos, etc. Et donc, le grand risque, c'est que, du coup, la personne soit dépendante de ses soins et ne puisse pas prendre en main sa guérison, puisque c'est les mains de la personne qui le fait. Un peu comme un blessé qui attend qu'on soigne sa blessure, mais qui fait rien de particulier après pour prendre en charge sa blessure. Donc il y a vraiment cette notion-là, et dans cet archétype, ce cliché collectif de l'infirmier et de l'infirmière, il y a cette notion de je fais passer l'autre avant moi, comme il est blessé, c'est urgent, et donc du coup je m'oublie et j'enchaîne les soins, j'enchaîne les massages, etc. toute la journée, et en attendant, du coup, moi, mon énergie vitale, elle diminue, etc. Donc ça, c'était le troisième archétype de thérapeute. Ce seront ce que j'appelle les réparateurs apaiseurs, réparatrices apaiseuses, on va dire, qui, du coup, ont cette grande force d'impacter par le toucher, leur grande sensibilité dans leurs mains, le maîtrise du corps physique, cette capacité de guérison qu'ils peuvent apporter. Et la faiblesse, c'est d'être dans le cliché de l'infirmier et de l'infirmière, c'est-à-dire que le patient soit dépendant, passif et prioritaire, et du coup que le praticien s'oublie par rapport au patient. La quatrième catégorie, il y en a 5 au total, donc on a bientôt fini. La quatrième catégorie sont ce que j'ai appelé les révélateurs, révélatrices, les décrypteurs, décrypteuses. Donc à l'intérieur de cette catégorie, j'y mets les astrologues, les voyants, les médiums, les personnes qui font du channeling, les personnes qui font des tirages de cartes, les tarologues, les numérologues, etc. Ce sont toutes les personnes qui vont décrypter un langage, un système de symboles pour pouvoir donner des conseils, pour pouvoir aiguiller. Leur grande force, c'est leur mental, c'est leur intuition. Ils connaissent
une langue, ils connaissent un langage et ils sont capables de tirer énormément d'informations là-dedans et de les donner pour que la personne vienne vraiment se transformer. Ils ont une grande force aussi, c'est qu'ils sont à la fois très en lien avec quelque chose de très spirituel, de très mystique, et en même temps, ils doivent adapter ce langage, traduire ça de manière pédagogique, de l'intégrer au quotidien de la personne. Donc ça, c'est une grande force, et c'est vraiment l'équilibre parfait entre l'intuition et le mental, la connaissance théorique, le savoir intuitif, la connaissance théorique et la spiritualité. Ça, c'est vraiment leur grande force. Leur grande faiblesse, c'est que dans l'inconscient collectif, c'est Madame Irma, c'est le cirque, c'est la médium, c'est la voyante. Il y a ce côté très caricatural qui va du coup forcément induire un manque de légitimité et un manque de crédibilité. Ça peut générer de la peur comme ça. Donc ça, c'est une blessure plutôt qui est liée aux praticiens. Ensuite, face aux clientes et aux clientes qui font appel aux décrypteurs révélateurs, décrypteuses révélatrices, c'est que les clients vont être dépendants d'eux, puisque si le client ou la cliente ne maîtrise pas le langage, il va sans arrêt avoir besoin que le décrypteur ou la révélatrice lui explique à chaque fois tout, et du coup ça peut générer un peu comme les guideurs guérisseurs, ça peut générer une dépendance et venir demander du conseil gratuit. Je suis ce signe astrologique, tu peux me dire ce que ça veut dire. J'ai rêvé de telle planète, tu peux me dire ce que ça veut dire. J'ai tiré telle carte, tu peux me dire ce que ça veut dire. Voilà. Et un peu ce truc de le demander gratuitement, puisque de manière très populaire, il y a aussi ça dans l'inconscient collectif. Donc, beaucoup de nettoyage à faire avec ça quand on est décrypteur révélateur. Enfin, donc, pour résumer, décrypteurs, révélateurs, leur grande force, c'est cette puissance de maîtriser une connaissance spirituelle, d'utiliser leur intuition pour la décrypter et de la mettre en matière et de l'adapter, de la rendre pédagogique et claire pour la personne à qui il s'adresse. Le risque et la faiblesse, c'est l'archétype de Madame Irma, avec ce manque de crédibilité, ce manque de légitimité, et c'est le côté dépendant avec cette demande sans arrêt de conseils et d'explications de la part du client, de la cliente ou du client. La cinquième catégorie, ce sont ce que j'appelle les cadreurs et les souteneurs qui viennent vraiment soutenir et qui viennent cadrer une personne pour l'aider à canaliser son énergie, etc. Là-dedans, je mets vraiment tout ce qu'on appelle les coachs et les leaders, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui aident à fixer des objectifs, à atteindre des buts, en donnant des conseils, en soutenant la personne, en la maintenant, en la forçant à persévérer et à avancer. Leur grande force, eh bien, c'est leur détermination, c'est leur optimisme, c'est leur capacité à aller chercher des ressources pour l'autre et aider l'autre à aller trouver ses ressources en soi. Donc, c'est vraiment leur regard de superviseur, de voir l'autre dans son entièreté et lui apporter plein d'éléments soutenants. C'est vraiment ça leur grande force, et c'est d'avoir de l'optimisme, parce que quand on est cadreur souteneur, il faut avoir de l'optimisme pour deux, parce que parfois la personne qu'on a en face de soi, elle n'est pas dans ses moyens, et donc du coup il faut vraiment faire preuve d'ingéniosité, faire preuve de motivation, etc. Donc on est à la fois dans quelque chose de très mental et en même temps de très chakra de base avec ce feu-là pour venir soutenir l'autre. Ça, c'est leur grande force. Leur faiblesse, c'est qu'ils vont souvent être mis par le client ou la cliente, comme pour les rectificateurs, conseilleurs, hygiénistes, dans le rôle du rigide, cette personne qui donne des ordres et qu'il faut respecter. Ah, mon coach, il m'a dit que je vais faire ça. Si je le fais, si je le fais pas, c'est pas bien, etc. Donc, ils ont un peu ce rôle-là. On les met dans ce rôle-là, hein. Encore une fois, ils y sont pour rien. C'est au niveau inconscient collectif. On va les mettre dans ce rôle-là et on va un peu avoir peur d'eux, ou du coup, on va ne plus oser. On va toujours dire, faut que je le fasse parce que c'est lui qui me l'a demandé. On n'est pas là pour les séduire, on n'est pas là pour leur plaire. Ils ont leur vie à côté. Donc, c'est surtout de nous par rapport à nous. Voilà, ça c'est le problème qu'ils peuvent rencontrer avec leurs clients ou leurs clientes, c'est qu'il y a cette dépendance de « Ah, mais il va me juger, il va me gronder si j'ai pas bien fait les trucs, si j'ai pas répondu aux objectifs. » L'autre souci que certains peuvent avoir, c'est de trop croire à leur rôle de cadreur souteneur et ne pas oser du coup dans leur communication se montrer par moments vulnérables et imparfaits avec des moments de faiblesse. En effet, les coachs peuvent par moments être pris par cette croyance collective au niveau de la société qu'il faut toujours être performant et bien, et que du coup, montrer de la faiblesse, c'est mal. Donc encore une fois, ce sont des
archétypes. On peut être coach et ne pas rentrer là-dedans. On peut également être coach et être coach cadreur souteneur et être en même temps guideur guérisseur parce qu'il y a une dimension spirituelle aussi, ce qui fait que parfois on n'a pas toutes les caractéristiques. Donc voilà, ça c'était la 5e catégorie, les cadreurs souteneurs avec leur grande force et cette grande motivation et ce regard qu'ils peuvent apporter d'extérieur sur la personne et que du coup la personne peut se voir autrement. Le risque, c'est qu'il soit dans le rôle du rigide de cette personne qui va condamner si les choses sont pas bien faites, qui donne des ordres et du coup le client ou la cliente va se sentir dépendant et va toujours avoir besoin de se culpabiliser, s'auto-flageller ou de se faire gronder, etc. Et l'autre risque, c'est de toujours être dans le culte de la performance et oublier de se montrer par moments vulnérable avec sa sensibilité, avec ses échecs, etc. Trop suroptimiste. Donc voilà pour ces 5 archétypes. Encore une fois, je le répète, on peut être dans plusieurs archétypes à la fois, puisqu'on peut proposer quelque chose d'innovant qui n'est pas que dans une case, surtout maintenant où je sais que de plus en plus de personnes se forment à plusieurs approches. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, on peut également, sans être thérapeute, se reconnaître dans ces archétypes-là. Donc cet archétype, en fait, va servir à identifier des forces qui sont utiles à intégrer dans la communication, dans le branding, dans ce que vous avez à partager sur les réseaux sociaux et également ce que ça va être utile de connaître son archétype pour mettre en place un certain nombre de nettoyages vis-à-vis de croyances limitantes que vous pouvez avoir, mais que les gens qui viennent à vous ont également. Et ça, vous pouvez nettoyer du coup ça pour éviter de cautionner malgré vous ce système-là. Encore une fois, je vous ai présenté ça de manière très simplifiée. Si jamais vous souhaitez approfondir cette méthode que j'ai développée, ce sont des catégories, c'est moi qui ai posé ces mots-là, c'est mes recherches, c'est quelque chose que j'approfondis énormément et que j'utilise dans le nouvel accompagnement que j'ai créé qui s'appelle Éveil du Phénix et qui est à destination des thérapeutes. On ne va pas travailler sur le marketing, etc. On va vraiment travailler sur le positionnement de thérapeute. Qu'est-ce que ça induit au niveau énergétique? Qu'est-ce que ça induit au niveau développement personnel, au niveau développement spirituel? Pour vraiment être un thérapeute, un accompagnant, un praticien dans le domaine du bien-être qui a vraiment bien travaillé sur les croyances limitantes, sur son positionnement et qui va vraiment pouvoir proposer quelque chose qui sort justement de ces croyances collectives, de ces rôles préconçus, de ces positionnements malgré soi, etc. Donc c'est un outil très puissant qui est vraiment très transformateur que j'utilise, mais je tenais quand même à vous partager ces notions pour que vous ayez ça en tête et puis parce que c'est quelque chose que j'adore et je suis vraiment très fier de cette découverte. C'est pour ça que je voulais vous partager ça aujourd'hui.